Bienvenue à tous et merci de nous rejoindre. Eden Info, voici les titres. S'imprégner du niveau d'avancement de l'organisation des prochaines législatives, c'est l'objectif visé par une délégation de l'UDBN qui était ce lundi à la Sénat. Les leaders du parti Union Progressiste dans la 18e circonscription électorale ont tenu un méga meeting ce samedi à Lokossa. Au menu, les conclusions du congrès constitutif du dit parti. Et puis, les populations de Romey approuvent la décision d'expropriation du domaine de la collectivité Makos pour cause d'utilité publique. Elle en fait savoir au cours d'une marche de soutien aux actions du chef de l'État samedi dernier. Merci à toutes et à tous d'être au rendez-vous de l'information sur Eden Télévision. Une délégation du parti Union démocratique pour un Bénin nouveau était ce lundi 21 janvier 2019 dans les locaux de la Commission électorale nationale électorale Sénat. Objectif s'imprégner du niveau d'avancement des travaux pour les prochaines législatives. Suivant le compte rendu de Samson Oké et Romaric Debauchy. Les membres de la Commission électorale nationale autonome Sénat ont reçu dans la matinée de ce lundi 21 janvier 2019 une délégation du parti Union démocratique pour un Bénin nouveau, UDBN. Une rencontre sollicitée par la haute instance de direction de l'UDBN et qui vise à s'imprégner du niveau d'avancement des travaux dans le cadre de l'organisation des prochaines législatives. Après les mots de bienvenue du président Emmanuel Tiando, l'honneur est revenu au vice-président de l'UDBN de présenter les raisons de la visite de sa délégation. L'article 15 du Code électoral prévoit en effet que l'État met à votre disposition, à la disposition de la Sénat, les moyens nécessaires à son fonctionnement permanent et à l'accomplissement de ses missions. Donc, au rang de ces missions figure l'organisation des élections prochaines. C'est pour cela que nous voudrions savoir, en tant que parti politique, et donc ayant l'intention de présenter des candidats à ces élections, qu'est-ce qui est déjà fait, où est-ce que la Sénat en est aujourd'hui pour en avant-première, puisque vous avez dit tout à l'heure que vous aviez l'intention de le dire de façon publique et même de publier un chronogramme, ce qui est fait pour, dans le cadre de cet article, et notamment si les moyens en question sont déjà à votre disposition. À cette première préoccupation, voici ce que répond Emmanuel Tiando, président de la Sénat. Je constate que dans les réseaux sociaux ou bien dans les discours, on dit parfois que le président de la Sénat a dit qu'il n'a pas de moyens et qu'il y a une tension. Non, il faut relativiser les choses. Ces problèmes-là, lorsqu'ils vont se poser de façon accrue, en ce moment, vous allez nous entendre nous-mêmes exprimer nos inquiétudes. Mais pour l'instant, nous n'avons pas encore enregistré une difficulté de moyens. La question des 10% des suffrages exprimés au plan national et autres préoccupations liées à la période préélectorale ont été également abordées au cours de la rencontre. À tous ces sujets, la première autorité de l'institution en charge des élections apporte des précisions. C'est les yeux fermés qu'on applique la loi. Même si nous-mêmes, on a des appréciations divergentes. Comment on ne peut pas changer la loi? On n'est pas la Cour constitutionnelle. On n'est pas l'Assemblée. Ce qu'ils disent là, c'est ça qu'on va faire. Je comprends très bien les appréhensions des uns et des autres. Mais comme vous le dites, nous, on va expliquer. Mais pour calmer les militants, c'est encore vous. Ce sont vos militants. Nous, on n'a pas de militants. C'est vous qui avez les militants. C'est l'opinion publique qu'on va expliquer, puisque le code dit qu'il revient à la Sénat d'essayer de sensibiliser les gens sur ça. On va le faire. Cette affaire de campagne électorale, pré-campagne électorale,
nous la déplorons au niveau de la Sénat. Lorsque nous avons l'occasion de dire non, ce n'est pas bien, on le fait. Mais je ne voudrais pas qu'on investisse la Sénat d'une mission qui n'a pas été prévue dans le code électoral. La campagne médiatique, la question de pré-campagne, ça relève de la HAC d'abord. C'est la HAC. Il appartient à la HAC de ne pas faire diffuser des choses qui concernent la pré-campagne. Chaque participant à cette assise est reparti avec des informations fiables sur l'organisation des prochaines législatives. Précisons que le calendrier électoral sera rendu public dès ce mardi 22 janvier 2019. Et on parle encore politique dans cette édition, célébration des 1000 jours de gouvernance de Patrice Talon. C'était ce samedi 19 janvier 2019 par les jeunes empereurs de la République. Précision avec Frédéric Serolin, Fiacre Voitan. 1000 jours déjà que le président Patrice Talon a brigué la magistrature suprême au Bénin. Cet événement, les jeunes empereurs de la République n'ont pas voulu le faire passer sous silence. Ils l'ont célébré ce 19 janvier au stade général Mathieu Kérékou de Cotonou. Déguisés en Guézo, Béanzin, Tofa et Kaba pour la circonstance, les leaders des jeunes empereurs de la République ont saisi cette opportunité pour justifier leur soutien indéfectible au chef de l'État Patrice Talon. Un soutien qui, selon eux, est dû aux nombreux exploits enregistrés par le régime dit de la rupture. Je veux citer le choix des chefs-lieux des 12 départements et la nomination des préfets qu'aucun des prédécesseurs de Patrice Talon n'a osé. La subdivision du pays en pôles de départements agricoles PDA, ce qui augure d'un développement rural harmonieux avec des records notés dans presque tous les domaines agricoles. Dans le domaine de la sécurité, nous avons tous noté une réduction drastique des braquages, des cambriolages et tracasseries policières sur les routes. La lutte implacable du gouvernement contre la corruption et l'impunité porte ses fruits avec plusieurs dossiers ouverts et des mises en cause confiées à la justice. Les prouesses de l'exécutif dans les domaines de l'enseignement, de l'énergie et des infrastructures n'ont pas été occultées. Un tableau reluisant qui amène les jeunes empereurs à féliciter le président Talon. Nous, jeunes empereurs de la République du Dahomey et de l'Afrique, Samori Touré, Bioguera, Tofa, Kaba, El Adjoma, Béanzin et Guézo sommes réunis ce samedi 19 janvier 2019 pour reconnaître à notre digne fils, le président Patrice Talon, les mérites pour ses actions de grandes audaces, de réforme et de témérité à la tête de notre cher pays, le Bénin. C'est pourquoi ces jeunes ont réaffirmé leur soutien à Patrice Talon. Quant au député Patrice Nombimen, soutien du chef de l'État, il a tenu à rappeler aux jeunes empereurs de la République leur rôle dans le processus de développement du pays. Nul ne sera de trop pour le soutien au PAG. C'est pourquoi, dans le cadre de la célébration des 1000 jours glorieux du président Talon, je voudrais vous confirmer que la jeunesse en général et les jeunes empereurs, je voudrais vous dire que vous êtes la pierre principale de langue pour l'édifice qu'est le Bénin. Dans les tout prochains jours, les jeunes empereurs comptent délivrer une attestation de mérite au président de la République, Patrice Talon. Vous le savez, le Conseil des ministres de ce mercredi 16 janvier 2019 a décidé d'exproprier pour cause d'utilité publique le domaine supposé appartenir à la collectivité Makos qui est à la base d'un conflit domanial à Womé. Les populations ont marché dans l'après-midi de ce dimanche 20 janvier pour remercier le chef de l'État. Le compte rendu avec François Cardo-Rumbouli-Rintor et Damien Pedro. À travers une marche que les populations de Womé ont remercié le chef de l'État Patrice Talon dans l'après-midi de ce dimanche 20 janvier 2019.
Une marche qui fait suite à la décision prise en Conseil des ministres d'exproprier pour cause d'utilité publique le supposé domaine appartenant à la collectivité Makos. Banderoles et pancartes portant des messages de remerciement à l'endroit du chef de l'État en main. C'est dans une liesse totale que les marcheurs ont exprimé leur joie. Démarré au carrefour Saint-Benoît, c'est au carrefour du marché romain qui sera désormais appelé, selon les initiateurs, le carrefour La Victoire, que la marche a eu comme pour point de chute. La mafia foncière de Romain, minutieusement préparée par quelques individus et soutenue par certaines autorités politico-administratives, en complicité avec certains hauts gradés de l'armée et des hommes de droit, a duré plus de 10 ans et a engendré beaucoup de dégâts, des affrontements sanglants, de fusillades, des morts, des enlèvements de mineurs, vandalisme des biens d'autrui, des gardes à vue, des emprisonnements, des défenseurs de droits de l'homme, etc. Maintenant que son Excellence, Patrice Talon, a pris la décision louable, salvatrice, pour dénouer le nœud que jadis personne ne pouvait dénouer à cause des menaces de mort ou de perdre le pouvoir, nous, population de Womé, unis comme un essaim d'abeilles, soutenons le chef de l'État dans ses décisions et dans ses actions pour la lutte contre la mafia foncière dans toutes ses formes et dans toutes ses dimensions. Une fois encore, nous disons 1000 merci au chef de l'État, qu'il est un bon papa. À la fin, les initiateurs n'ont pas manqué de préciser que cette marche est apolitique. Des mesures fiscales et douanières ont été prises dans la loi des finances et gestion 2019 et pour porter ces mesures à la connaissance des chefs d'entreprise, les directeurs techniques du ministère de l'économie et des finances ont organisé ce vendredi une séance de vulgarisation à Cotonou. Laurent Roland Tony Ikes, fier voyant pour le point. Vulgariser les mesures fiscales et douanières contenues dans la loi de finances pour la gestion 2019, c'est à cet exercice que se sont attelés les responsables de la Direction générale des impôts, de l'Agence nationale du domaine et du foncier, de la douane et de la Direction générale des affaires économiques. À travers différentes présentations, les directeurs de ces structures et leurs collaborateurs ont présenté la situation économique du pays et les différentes mesures prises par le gouvernement pour accompagner les particuliers et les chefs d'entreprise. Des mesures que le ministre de l'économie et des finances décline en 3 piliers. Premier pilier, modernisation, dématérialisation. Deuxième pilier, c'est comment on sécurise les ressources qu'on est censé collecter. Comment on fait pour que ce qui est censé venir à l'État arrive vraiment dans le compte de l'État et soit bien géré. Donc c'est tout ce qui tourne autour de la sécurisation des ressources de l'État et de l'élargissement de la base fiscale. Le troisième pilier, c'est comment faire pour rendre l'impôt juste et comment faire pour se servir de l'impôt comme outil d'accélération de création de valeur. Donc voilà les 3 piliers. Les 3 piliers se retrouvent dans les différentes lois de finances depuis 2016 et pour 2019, des actions sont déjà faites s'agissant du premier pilier. Là, pour les personnes physiques, depuis ce mois-ci, les personnes physiques peuvent s'inscrire en ligne pour avoir leur IFU, s'immatriculer, peuvent avoir leurs attestations, quitus fiscales et autres documents administratifs avec l'administration fiscale en ligne. Le même processus avance avec les entreprises, les personnes morales. Et donc, d'ici quelques semaines, les personnes morales aussi pourront avoir les attestations fiscales en ligne. Pour ce qui concerne le deuxième pilier, tout est mis en œuvre pour permettre à l'État de mieux collecter et bien gérer la TVA. Le deuxième, tout à l'heure, j'ai dit, mais comment faire pour sécuriser le peu qu'on a et élargir la base? La mesure phare sur ce chantier cette année, c'est les caisses enregistreuses avec tombola pour la TVA. Mais en attendant, ce qui est là et qui doit être collecté, on s'assure qu'il n'y ait pas de déperdition, que l'État ne soit pas volé sur ce qui doit revenir à l'État. C'est dans cet état d'esprit qu'il y a la réforme sur la TVA. Parce que vous savez, la TVA, c'est l'impôt
que même le paysan qui a 700 km de Cotonou paye. Et pour le troisième et dernier pilier, il s'agira de rendre l'impôt plus juste et s'en servir comme véritable outil d'accélérateur de création de valeur. On a annoncé la mesure phare, l'impôt minimum sur les entreprises soumises à TPS, 400 000, 150 000. Ça, c'est important, ça. Je pense que beaucoup d'entre vous sont affectés. Ça, c'est du concret. À tout ceci s'ajoutent plusieurs réformes telles que la taxe sur la nuitée, la taxe sur le tabac, dont les 20% seront affectés pour la promotion du sport, mais également la taxe pour le développement du sport qui est 1 pour 1000 du chiffre d'affaires hors taxe de l'année précédente et déductible pour la détermination de l'impôt sur le revenu. Le ministre de la Santé, Benjamin Oupati, a effectué une sortie médiatique ce vendredi 18 janvier 2019 pour éclairer l'opinion publique sur la situation de l'épidémie à virus Lassa au Bénin. Il ressort simplement que la situation de virus Lassa au Bénin, il ressort que des cas détectés sont totalement déclarés guéris. Je vous invite à suivre l'essentiel de la déclaration faite par le ministre de la Santé, Benjamin Oupati, au micro et d'une télévision de Carnot François Rombelé-Rintop et Damien Pedro. Dans la commune de Natitengu, en dehors du malade confirmé positif à la fièvre hémorragique à virus Lassa, sa conjointe malade et suspectée Lassa a été également confirmée par le laboratoire. Sous traitement, l'évolution a été favorable pour eux. Le couple malade est déclaré guéri et sorti de l'hospitalisation après les résultats de contrôle de laboratoire négatifs. À Parakou, les 5 malades confirmés ainsi que l'enfant malade probable de fièvre hémorragique à virus Lassa sont également tous guéris et sortis de l'hôpital après le contrôle de laboratoire. Du début de l'épidémie, c'est-à-dire du vendredi 7 décembre 2018 à ce jour, vendredi 18 janvier 2019, au total, 7 malades ont été enregistrés confirmés Lassa et 1 malade probable de Lassa. Tous sont sortis de l'hospitalisation guéris. 10 autres malades suspects de fièvre hémorragique à virus Lassa ont été enregistrés par le système de surveillance épidémiologique, mais ils sont tous déclarés par le laboratoire négatifs. Une vingtaine d'alertes provenant de la communauté ont été reçues, explorées et classées comme n'étant pas des cas de fièvre hémorragique à virus Lassa. Les activités de riposte se poursuivent avec la veille sanitaire et les sensibilisations à l'endroit des populations. Béninoises et Béninois, je voudrais encore une fois vous inviter à rester toujours vigilants et à notifier aux agents de santé toute personne malade suspecte de fièvre hémorragique à virus Lassa, gardée et traitée à domicile ou chez un guérisseur traditionnel, en particulier ceux provenant du Nigeria et des zones en épidémie du Bénin ou du Togo. Il y va de l'intérêt du malade, de ses proches et de toute la population entière. Le traitement est gratuit. Il est efficace à condition de vite détecter le malade et de lui administrer les soins appropriés. Comme vous avez pu le noter, tous les malades qui ont été diagnostiqués depuis le 7 décembre 2018 ont été guéris grâce au diagnostic précoce et au traitement rapide. Je voudrais encore une fois attirer votre attention sur le geste simple mais fondamental du lavage régulier des mains à l'eau et au savon qui est très efficace pour la prévention. Je vous remercie. Le ministre du Cadre de vie et du Développement durable, José Didier Tounato, entouré des cadres de son cabinet, était face aux femmes responsables des marchés et autres usagers ce vendredi 18 janvier 2019 à Cotonou. Objectif présenter le niveau d'avancement des travaux du projet de modernisation et de construction des marchés urbains et régionaux du Bénin. Le point avec Samson Oké, Denis Marouya.
Le projet de modernisation et de construction des marchés du Bénin, enclenché par le gouvernement de la rupture, poursuit son cours. La rencontre de ce vendredi 18 janvier 2019 dans la salle polyvalente du Centre de promotion et de l'artisanat CPA vise à informer les acteurs de ces marchés, notamment les femmes, du niveau d'avancement des travaux. Nous sommes là effectivement pour vous faire le point, pour vous rendre compte de ce travail, du niveau d'avancement où nous sommes parvenus au jour d'aujourd'hui, et dans une deuxième partie, voir avec vous, comme l'a indiqué tout à l'heure Monsieur le ministre, quelles sont les dispositions pratiques avec vous que nous devons prendre pour le démarrage des travaux. Cette séance d'échange et d'information a réuni autour du ministre du Cadre de vie et du Développement durable, les préfets et les maires concernés, les femmes et autres acteurs impliqués dans le processus. Une occasion pour José Didier Tonato de préciser l'étape actuelle du projet. L'étape où nous sommes aujourd'hui, c'est que nous avons fini les études et la passation de marché de la phase 1. 10 marchés vont démarrer leurs travaux à la fin du premier trimestre. Dans ces 10 marchés, nous avons 7 marchés urbains et 3 marchés régionaux, dont Azové, dont Webo et je crois dont Glazoué. Et nous lançons en même temps l'appel d'offres pour la phase 2, pour 10 autres marchés, dont 7 ou 8 urbains et 2 régionaux. Face aux inquiétudes des femmes en ce qui concerne leur relogement, le ministre apporte des précisions. L'engagement que le président a pris est que on ne déplacera personne si là où il doit rester ou le nouveau marché qu'il doit rejoindre n'est pas terminé. Donc aujourd'hui, nous avons identifié tous les sites de relogement. Nous sommes en train de les aménager et c'est pour les prévenir que le déplacement va commencer bientôt. 35 marchés urbains et régionaux sont concernés par ce projet et sur 2019 et 2020, 20 marchés sur les 35 seront totalement rénovés et construits pour le bonheur des usagers. Les leaders politiques du parti Union progressiste dans la 18e circonscription électorale se sont retrouvés samedi 19 janvier 2019 à Lokossa pour un géant meeting. L'objectif de cette rencontre est de faire connaître aux populations de la commune de Lokossa les conclusions du congrès constitutif de ce parti. Jonas Bochi pour les détails. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est par ce passage extrait de la lettre que l'apôtre Paul a écrite aux Corinthiens que je voudrais vous annoncer la bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle dont parle l'honorable Dakwe Sossou dans sa surprenante posture d'évangéliste, c'est l'union sacrée que retrouve la majorité des cadres et personnalités politiques de Lokossa autour du parti Union progressiste, un parti dont ils sont venus dévoiler ce samedi 19 janvier 2019 la vision et le logo aux populations de leur commune. La mission de l'Union progressiste est d'œuvrer pour garantir et promouvoir la paix, la justice sociale, la démocratie, l'état de droit, les libertés individuelles, la bonne gouvernance, la solidarité et le développement du Bénin. La couleur du parti est le jaune. Son logo est constitué d'un baobab vert logé dans un cercle jaune et posé sur l'inscription Union progressiste que souligne un trait rouge en arc. Rodéo Menikpa et Sotel Wessou expliquent à leur tour les raisons qui justifient l'adhésion massive des populations de Lokossa à l'Union progressiste. Chers amis jeunes, ce qui nous motive à adhérer à l'Union progressiste, c'est autre manière de gérer les affaires publiques, la transparence dans la gestion des concours d'entrée dans la fonction publique, la restauration de nos valeurs morales et éthiques, autrefois en état de déliquescence. En choisissant l'Union progressiste, je respecte un principe, celui de ne pas m'opposer au régime en place. Car un adage de chez nous dit
le pauvre n'a pas d'ennemi. Autrement dit, nous ne pouvons pas être conscients de notre niveau de développement, comme c'est le cas de l'OCOSA, et choisir de faire l'opposition. Belle opportunité selon Mathurin Kofinago qui invite les rares réticents à vite rejoindre le navire de l'Union progressiste. Qui pouvait s'imaginer que ces leaders, ces fils de l'OCOSA allaient un jour se retrouver ensemble, se donner la main? L'heure de l'OCOSA a sonné donc et l'avenir radieux est en train de se préparer pour l'OCOSA. Je voudrais que tous ensemble nous saisissions cette occasion, cette belle opportunité. Mathurin Kofinago a pour finir décerné un satisfecit à Dakwe Sossou et toute son équipe pour l'organisation légendaire de ce meeting à l'OCOSA. Actualité africaine, en République démocratique du Congo, l'opposant Martin Fayulu se déclare seul président légitime et demande dimanche à la communauté internationale de ne pas reconnaître l'autre opposant Félix Tshisekedi, officiellement proclamé vainqueur de l'élection présidentielle dans le pays. Écoutons Martin Fayulu. La Cour constitutionnelle vient une fois de plus de confirmer qu'à l'instar de la CENI, elle est au service d'un individu et d'un régime dictatorial. C'est ni plus ni moins un coup d'État constitutionnel, car il porte à la magistrature suprême un non-élu. Je demande par ailleurs à l'ensemble de la communauté internationale de ne pas reconnaître un pouvoir qui n'a ni légitimité ni qualité légale pour représenter le peuple congolais. Je lance un appel pressant à notre peuple pour qu'il se prenne en charge en organisant des manifestations pacifiques sur toute l'étendue du territoire national en vue de défendre sa souveraineté conformément à l'article 64 de notre Constitution. Et puis Madagascar, le président élu le mois dernier, Andry Rajoelina, a pris ses fonctions samedi après avoir prêté serment à Antananarivo devant la 9 juges de la Haute Cour constitutionnelle. Suivons un extrait de son discours d'investiture. Je jure que j'accomplirai en bonne et due forme mon devoir et j'agirai dans la vérité en tant que président du peuple malgache. Je lutterai contre la corruption afin qu'il y ait une justice fiable et neutre pour que le peuple malgache ait confiance en elle. Nous ne tolérerons pas l'ingérence dans les affaires judiciaires. Je vous conduirai à bon port. Le port du développement, le port de la croissance, le port de l'émergence et le port de la réussite. Fin de cette édition, mesdames, messieurs, merci de l'avoir suivi. Au revoir.